Bien. Bien, nous allons commencer cette... Oui. Bien. Merci. Inattentif. Voilà. Alors l'atelier d'histoire est une collaboration entre la Maison des Jeunes et de la Culture d'Argenteuil et l'association Sous les Couvertures. Il aborde des sujets d'histoire ou de géographie dans leur dimension locale ou générale, en invitant témoins et auteurs, autrices. Donc merci à Annie Chemla pour son livre « Nous l'avons fait », récit d'une libération féministe. Alors ce livre pluriel porte non seulement sur la lutte pour la légalisation de l'avortement, la connaissance de leur corps par les femmes elles-mêmes et la pratique de l'avortement par de simples femmes. Notre angle n'est bien sûr ni celui d'une réflexion métaphysique, ni d'une discussion sur les différents aspects de cet engagement féministe, ce dernier point étant tout de même au cœur du livre. Notre angle est celui de l'histoire. 1 heure d'entretien qui ne permettra d'aborder qu'une toute petite partie des sujets de ce livre très riche. Mais justement, il y a ce livre qu'il faut lire. Donc il y aura 2 ou 3 questions à la fin de notre entretien qui durent 1 heure comme d'habitude, puis le pot habituel qui permet que les participants continuent d'échanger entre eux et bien évidemment avec l'autrice qui dédicacera son livre. Comme d'habitude, une collecte au chapeau, à la boîte a lieu à la sortie de l'auditorium par Valérie, en particulier pour financer le petit pot. Donne qui veut, donne qui peut. Je rappelle que la Maison des Jeunes et de la Culture propose de nombreuses activités et que le meilleur soutien à Sous les Couvertures est l'adhésion. 10 € l'année, même pour ceux qui n'ont pas le temps de participer comme bénévoles à ces nombreuses activités. Bien, donc alors, ton livre porte sur la décennie 1970-1980, ça ne rajeunit pas. Il est sorti en 2024, donc entre les deux dates, grosso modo 50 ans les séparent. Alors pourquoi ce livre ? Bonsoir à tous, merci d'être là. En fait, j'ai réalisé assez vite, peut-être 15 ans après la fin de cette décennie 70, que la lutte pour la légalisation de l'avortement avait retenu, quand on en parlait déjà il y a 20 ans, et ça ne s'est pas arrangé, 2 noms, Gisèle Halimi et les procès de Bobigny, et Simone Veil, la grande dame qui s'est battue pour faire voter la loi. Or, entre les deux, il y a eu des milliers de militants anonymes comme moi, et la lutte, la légalisation de l'avortement, c'est un droit conquis. Personne ne nous l'a donné. Et donc, j'étais révoltée de ce silence, de cette absence, de cet oubli. Et je me suis dit qu'une des manières de faire sortir ces milliers de personnes de l'oubli, c'était de le raconter moi-même. J'ai essayé de le faire avec les copines de mon groupe, parce que je tenais beaucoup à une écriture collective, parce que ça a été des actions collectives. On était dans les années des collectifs. Et les copines de mon groupe m'ont dit que l'écriture, c'était pas leur truc. Et donc j'ai un peu laissé tomber. Et puis il y a une petite dizaine d'années, quand j'ai eu plus de temps pour moi, je m'y suis mise. Et j'ai commencé ce que je voulais le plus raconter. Et j'en dis un mot. C'est quand nous avons pratiqué les avortements nous-mêmes, après la loi, nous avons découvert la puissance qu'on peut avoir quand on agit réellement pour changer les choses. Et cette puissance du collectif, cette puissance de chacune d'entre nous,
j'avais vraiment envie d'en rendre compte. La joie du faire ensemble, c'est vraiment devenu pour moi un mot d'ordre. Je le mets dans chaque dédicace. Je préviens à l'avance ceux qui achèteront un livre. C'est ce que j'écris toujours finalement dans ce livre, la joie du faire ensemble. Et c'est ça que je voulais raconter au départ. Et puis je me suis rendu compte évidemment que si on ne racontait pas la grande histoire, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans les grands collectifs, le MLAC, le MLF et toute la gauche qui était derrière, etc., on ne pouvait pas rentrer dedans directement en disant de juin 77 à juin 80, j'ai pratiqué des avortements. Ça n'avait aucun sens. Et donc j'ai interviewé les copines de mon groupe pour qu'elles soient quand même dans le livre. Et j'ai aussi interviewé des gens de la période d'avant, de 73 à 75, du grand combat du MLAC. Et c'est pour ça que ce livre s'appelle « Nous l'avons fait », parce que pour moi, le collectif, c'était le cœur du sujet. Alors justement, bon, on va y revenir à tout cela, on va le développer, mais tu as redonné le titre du livre, nous l'avons fait, mais il y a un sous-titre, récit d'une libération féministe. Donc est-ce que tu pourrais nous l'expliciter? En fait, ça c'était une idée de mon éditeur. Mon éditeur ne voulait pas, et je ne sais pas s'ils avaient raison, c'est leur métier, c'est pas le mien, qu'on parle de l'avortement sur la couverture du livre. Et donc ils ont cherché à résumer l'ensemble, et c'est vrai que ce livre, je ne dévoile pas grand-chose en le disant, je l'ai présenté comme un journal, et donc j'y ai associé quelques faits de ma vie personnelle, et eux c'est ça qu'ils ont vu, c'est ce trajet qui amène une jeune femme qui était finalement militante syndicale, mais pas plus que ça, à devenir une militante féministe et à en venir à prendre en main ce combat collectif. Et voilà, c'est pour ce qu'ils ont résumé comme ça. Et moi, je n'étais pas convaincue, puis j'ai demandé aux copines, elles m'ont dit, c'est exactement ça. Donc, je fais confiance aux autres. Très bien. Alors, le grand événement dont on va parler, enfin, bon, c'est la suite, puisque ta chronique commence en septembre 1973, mais l'événement fondateur, c'est mai 68. Donc, on s'entretenait tout à l'heure. Ton rapport à mai 68, il est particulier puisque... Parce que moi j'étais à Tunis, j'ai grandi à Tunis, je ne suis arrivée en France qu'à 22 ans, et à 68 j'étais encore à Tunis. J'ai vécu mes 68, l'oreille collée à la radio, et à l'époque, ceux qui étaient sur les barricades, ils le savent probablement moins, mais la radio a rendu compte jour et nuit. Donc moi non plus, je n'ai pas dormi, j'ai vécu avec cette histoire. Et puis, mes parents qui étaient à Paris, mon père qui était, enfin mes deux parents étaient communistes, et mon père a tellement aimé être dans la rue et parler à tous les inconnus. Il me racontait que ça, le fait qu'il descendait de chez lui, près du marché d'Aligre, et qu'il s'adressait à des jeunes, à des chauffeurs de bus, à des parfaits inconnus, et qu'on refaisait le monde ensemble. Ça a été un grand événement. La deuxième chose qu'il m'a raconté, c'est devant la gare de Lyon, le nom à De Gaulle. Adieu De Gaulle, adieu De Gaulle, adieu. Voilà, donc je l'ai vécu un peu par procuration, mais de manière très très puissante. Et ce que j'en ai gardé, c'est ça, cette capacité à, comment dire, à créer des collectifs avec n'importe qui, quand on a un projet commun et qu'on partage des idées et des valeurs. Alors dans ce mouvement de mai 68, la question des femmes, elle est centrale. Alors c'est vrai que mai 68, c'est un mouvement où la jeunesse va jouer un rôle surdéterminant, mais la question des femmes, de l'égalité, pour leur liberté, est le cœur justement de cette dynamique qui va s'enclencher. Et en même temps, c'était aussi un mouvement qui naissait dans un combat. Moi, j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans les organisations gauchistes, évidemment, toute notre génération y était, et qui avaient des rôles secondaires, qui étaient relégués à celles qui font le café, qui tapent les tracts à la machine, et qui les diffusent. Et dans plusieurs organisations que je ne citerai pas, les femmes ont créé des groupes femmes d'abord à l'intérieur des organisations pour se serrer les coudes, pour essayer d'avoir elles aussi leur place sur les tribunes. Mais on n'a qu'à se rappeler des bureaux politiques de l'époque. Enfin, moi je pense par exemple à celui de la Ligue. Il n'y avait pas de femmes. Et donc le MLF est aussi né de ça.
de ce mouvement des femmes qui voulaient être aussi sur la photo, être entendues, être écoutées, qui étaient déjà des militantes, mais qui ont choisi de créer une organisation autonome et indépendante pour mener ce combat-là. Et on nous disait à l'époque, oui, oui, la lutte des femmes c'est bien, mais on fait d'abord la révolution. Très bien, on fait la révolution. Alors, bon, là on va développer justement quand même le cœur de ce que tu racontes dans ta chronique. Justement la lutte que tu as déjà évoquée pour le droit à l'avortement, donc en 1973. C'est quoi la situation, c'est quoi la loi par rapport à cette question fondamentale? Alors la loi qui était en vigueur, c'est la loi de 1920. La loi de 1920 qui prévoit des peines de prison et d'amende pour les femmes qui se font avorter et pour toutes les personnes qui les aident. Et cette loi a été très appliquée, très régulièrement. Des femmes avortées ou des faiseuses d'anges ou la meilleure amie se retrouvaient en prison. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, Pétain a durci la loi et c'est là qu'il y a eu une exécution de femmes d'une faiseuse d'ange. Ensuite, la loi s'était réadoucie, si j'ose dire, mais l'avortement était toujours strictement interdit et donc toutes les femmes qui avortaient. Alors je vais dire une chose à laquelle je crois profondément, les femmes ont toujours avorté. En tout temps, en tout lieu, les femmes qui ne souhaitent pas garder une grossesse trouvent des solutions. Simplement, quand c'est dans un univers où il n'y a pas de loi, où on ne peut pas le faire proprement et à l'hôpital, en tout cas dans des conditions médicales safe, elles en meurent. Et c'était ça la situation. Dans la France, jusqu'à la loi Veil, les femmes mouraient en avortant. Et dans toutes les familles. Je ne vais pas vous poser des questions, mais je suis sûre que ça évoque des choses pour vous. Il y avait une grand-mère, une tante, parfois une mère, une cousine, on n'en parlait pas, ça se disait sous le manteau, où ça se cachait, mais toute la société savait ça. Et c'est pour ça, je crois, que le mouvement pour la légalisation de l'avortement, dès qu'il s'est créé, a rameuté énormément de gens. La société française ne supportait plus que les femmes meurent en avortant. Et puis il y avait un énorme nombre d'avortements, on l'estime. Tu as raison, il faut rappeler aussi évidemment qu'on était avant la contraception. Et donc, aucune grossesse n'était réellement désirée. La plupart, on se retrouvait enceinte, et puis si ça tombait, si c'était acceptable pour les couples, s'ils en avaient envie, ils les gardaient. Mais l'avortement était une méthode de contraception. Et donc, énormément. Alors, on dit 1 million, je crois qu'on ne connaîtra jamais le nombre de femmes qui avortaient en France à l'époque, de même qu'on ne connaîtra jamais le nombre de mortes par an. Les chiffres cités vont de 300 à 1000, mais vous vous rendez compte ce que ça fait en masse, 300 ou 1000 par an pendant des décennies. C'était, et non seulement les méthodes étaient tout un peu barbares, parce que c'était ou les faiseuses d'anges, ou les médecins, ou la copine qui vous aidait à poser une sonde, ou une aiguille à tricoter. Et en plus, quand les femmes se retrouvaient à l'hôpital, puisque c'était ça la méthode, je peux en parler maintenant de ça. La méthode qu'utilisaient toutes les femmes, c'était de s'infecter. Et on introduit un objet étranger dans l'utérus, on provoque une infection, cette infection provoque la fin de la grossesse, et dès qu'elles saignaient, elles allaient à l'hôpital demander un curetage. Or, le curetage est une méthode assez violente, j'ai toujours envie de dire barbare. J'ai tort, c'était une méthode médicale avérée, mais difficile pour le corps des femmes. Or, comme c'était interdit, beaucoup de médecins, et je n'ose pas dire la plupart parce que je n'en sais rien, mais en tout cas c'est ce qui se racontait, pratiquaient des curetages à vif. C'est-à-dire qu'ils disaient à la femme, je ne vous anesthésie pas, parfois on les laissait saigner d'ailleurs en pleine hémorragie, comme ça vous ne recommencerez plus. Parce qu'ils pratiquaient un geste qui leur était interdit, et les femmes le payaient. Avant d'aller plus loin, la loi Neuwirth, quand même de 1967, qui change un certain nombre de choses. Mais qui n'est pas appliquée. La loi Neuwirth, d'abord les décrets d'application, ça c'est une spécialité française. Quand une loi ne plaît pas, les décrets d'application, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ils sont sortis plusieurs années après.
Et en plus, le corps médical était opposé à l'avortement, le corps médical était opposé à la contraception. Et moi, je me raconte dans mon livre, quand je suis arrivée en France, je suis allée à la pharmacie de mon quartier, j'ai demandé la pilule, et la pharmacienne m'a répondu « Mademoiselle, nous ne vendons pas ces produits-là. » J'ai bien lu dans ses yeux l'image qu'elle avait de moi. Une femme qui veut faire l'amour et pas tomber enceinte, c'était très très mal vu. Et donc, non, la contraception n'existait pas réellement, n'était pas mise en pratique, sauf par les plannings qui commençaient, eux, à le développer. C'est en même temps que la loi Veil, puisque au moment de la loi Veil, pendant le combat, les gens qu'on rencontrait nous disaient « mais l'avortement c'est très mal ». La contraception c'est beaucoup mieux. Et finalement, c'est parce qu'ils refusaient l'avortement que la contraception a eu enfin un vrai développement dans les pharmacies et qu'on a pu en bénéficier. Mais avant, non, c'était... La loi de Wirth a été très bien, mais elle était très très peu appliquée. Alors on va revenir un peu à la dynamique de l'après 68. Et là, c'est vrai qu'on voit l'apparition de nombreuses associations très importantes et qui vont marquer la période. Donc, je voudrais que tu dises quelques mots sur le GIF, hein, le MLF tout de même, et bien sûr le MLAC qui va être au cœur de ton engagement. Alors le MLF, je vous l'ai dit, il est né, je ne sais plus l'année de naissance du MLF d'ailleurs, ça doit être 70, 71, juste après mai 68, qui s'est constitué sous ce sigle, des groupes femmes, il y en a eu dès 68. Mais là, dans les années que je raconte, en 73, c'était un mouvement organisé, il y avait des assemblées générales au Beaux-Arts de Paris, et je rappelle qu'il y avait la belle voix de Delphine Seyrig qui était à toutes les assemblées générales du MLF. Je ne sais pas si celles qui l'ont connue ont encore sa voix dans l'oreille, c'était une super belle fille. Donc il y avait le MLF qui existait, que j'ai rencontré moi sous la forme de groupe de parole ou groupe de conscience, qui était dans des locaux qu'on avait loués pour ça. Et c'était juste le fait d'être ensemble entre femmes et de pouvoir se raconter nos soucis, nos angoisses, nos difficultés du moment, et de se rendre compte que finalement les autres qu'on ne connaissait pas, elles avaient le même questionnement, les mêmes genres de difficultés, qu'elles avaient parfois des réponses à des questions qu'on se posait sans trouver de réponse. Et moi, j'ai vécu ça et ça m'a donné une très très grande force qui ne m'a jamais quitté, cette prise de conscience que je n'avais pas auparavant de la solidarité féminine. Je ne dis pas sororité parce que ce n'était pas du tout un mot que j'utilisais à l'époque. Aujourd'hui, c'est comme ça que disent les plus jeunes. Mais vraiment cette conscience d'une parenté très, très forte entre la plupart des femmes. Le GIS, c'est une toute autre histoire, elle est très intéressante. C'est des étudiants en médecine, en gros, qui sont en train de faire leurs études, qui vivent mai 68 dans leur fac, et pour eux, comme pour tous les étudiants, ça a été un bouleversement de remettre en cause toutes les hiérarchies établies. Il faut se rappeler qu'on est en plein baby-boom. Les jeunes, on est extrêmement nombreux. Aujourd'hui, c'est le baby-boom, mais on est toujours extrêmement nombreux. Mais donc, il y avait ce sentiment d'être une grande force, et en même temps, d'être soumis à un poids, pour eux, c'était les mandarins, un poids hiérarchique très, très fort. Et ces jeunes médecins, ce qu'ils m'ont raconté, c'est qu'ils ont quasiment tous vu, à l'hôpital, pendant leurs études, des femmes soit juste maltraitées, soit des femmes mourir d'avortement. Et c'est pour ça que quand ils ont décidé ensemble de créer ce mouvement, groupe Information Santé, où il y avait des médecins, des infirmières, des dentistes, toutes sortes de médecins spécialistes, en général en cours d'études encore, ils ont décidé de s'attaquer à cette question-là, parce qu'elle était emblématique de la manière dont les hôpitaux traitaient les patients et dont les mandarins décidaient pour tous leurs services. Et c'est comme ça qu'ils se sont engagés eux-mêmes, étudiants surtout en médecine, souvent généralistes, ce n'était pas des gynécos, pas tous, dans la lutte pour l'avortement. Et puis, le MLAC, donc, qui se crée en 1972 et qui est en fait une fédération. Vous vous rappelez qu'il y a eu le manifeste des 343, ensuite donc le MLF, le GIS se crée,
Et tous ces gens-là qui se sont mobilisés, le MLF a travaillé avec le GIS. Je vais dire un mot de la méthode Carman. On y reviendra. D'accord. Alors, en tout cas, il commençait à se pratiquer des avortements illégaux en dehors de l'hôpital. Et là, le MLF et le GIS travaillaient ensemble. Et c'est le moment où toutes les forces politiques de gauche ont décidé de créer un mouvement qui s'est appelé Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, le MLAC. Et je vais rappeler la composition du bureau du MLAC parce qu'elle est très révélatrice de l'ambiance de l'époque. Monique Antoine, la présidente, était avocate. Elle avait été avocate au procès de Bobigny aux côtés de Gisèle Halimi. Son mari était médecin. La secrétaire Claudine Bachet était une des signataires du manifeste des 343. Il y avait au bureau j'ai envie de dire bureau politique, c'était pas un bureau politique du tout. Au bureau du MLAC, Jeannette Lahaute, qui représentait la CFDT. Il y avait Simonif, qui était la présidente du planning familial, planning qui venait de changer de posture. Le planning avant s'appelait la maternité heureuse et s'occupait beaucoup des grossesses. Et assez peu, c'était pas un mouvement très politisé. Et c'est avec Simonif que des jeunes militantes ont pris le pouvoir et ont décidé de s'engager dans cette lutte pour l'avortement. J'oublie Robert Spears-Glass qui était dentiste et qui lui représentait le GIS justement. C'est le seul qui soit encore vivant, Robert. Et ce MLAC était soutenu par toutes les forces de gauche, toutes les forces tous les groupuscules, on disait comme ça. Toute l'extrême gauche était solidaire et était dans les groupes locaux. Et puis aussi le PC, le PS étaient engagés à nos côtés. Alors le MLAC, c'est pas seulement un mouvement qui tente d'influer sur l'opinion publique par des manifestations, etc., mais également qui agit pour donner des réponses concrètes, immédiates, à toutes les femmes qui se trouvent avoir choisi l'IVG. On disait l'avortement à l'époque. L'IVG, c'est la loi Veil qui a créé ça. Je te blague, mais j'ai eu affaire à une jeune femme qui voulait parler de mon livre pour le BEPC à l'oral. J'étais un peu troublée parce qu'elle avait 14 ans. Et une des questions qu'elle m'a posées quand je lui ai parlé, elle m'a dit « C'est quoi la différence entre un avortement et une IVG ?» Et je lui ai répondu « C'est un moment de l'histoire, la différence. » Le MLAC, j'ai oublié de le dire et c'est l'essentiel, c'était un mouvement où il y avait un bureau à Paris, mais c'est un mouvement qui, dès qu'il s'est créé, s'est répandu comme une traînée de poudre. On dit qu'il y a eu jusqu'à 350 groupes MLAC en France. Il y en avait dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans des lycées, dans des quartiers. Moi, j'étais dans un MLAC de quartier, dans le 12e à Ligre. Il y avait 2 MLAC dans le 12e. Moi, j'étais au MLAC 12e à Ligre. Et j'ai dit à un moment, je l'avais écrit, puis je l'ai retiré, que c'était un mouvement où il n'y avait même pas d'association ni de carte. Puis un jour, je suis retombée sur ma carte du MLAC 74. C'était bien une association, mais il était extrêmement divers, extrêmement riche, et pas du tout hiérarchisé. Il y a des gens qui parlent des antennes du MLAC, et ça ne s'appelait pas comme ça, mais en plus, le mot antenne, il laisse entendre qu'il y a un mouvement descendant, une tête et puis des antennes. Ce n'était pas le cas. Chaque MLAC agissait à sa manière. Or, les premiers militants du GIS qui ont commencé à s'agiter, c'était à Grenoble, et ils se sont rendus compte assez vite que, alors ils avaient des médecins complices à l'hôpital, ils avaient des médecins qui faisaient des ordonnances, il y avait des réseaux militants, et ça il y en a toujours eu, mais tout finissait à l'hôpital. Et ces jeunes médecins de Grenoble se sont dit, on va aller voir dans les pays où l'avortement est légal, comment ils pratiquent. Et les pays où c'était légal en Europe, c'était l'Angleterre et la Hollande. Et donc ils sont allés en Angleterre, et ils sont allés à l'hôpital, et ils ont été très déçus parce que l'hôpital c'était des curetages. Et ils ont cherché plus, ils ont rencontré le mouvement des femmes anglais qui leur a dit il y a une clinique militante où il y a une femme médecin pakistanaise qui pratique une autre méthode. Ils sont allés voir et ils ont découvert cette méthode qui a changé la lutte et puis aussi changé l'avenir puisqu'aujourd'hui elle est pratiquée partout dans le monde et en particulier partout en France. Qui est la méthode par aspiration, on appelle méthode Carman. Carman n'a fait que l'améliorer, il ne l'a pas inventé. Et cette méthode a beaucoup d'intérêt pour les femmes, et ça en a eu pour la lutte, parce que tout le matériel qu'on utilise est en plastique souple. Les risques qu'il y avait pour une femme avant
la méthode Karman, c'était un risque de perforation de l'utérus avec le matériel métallique. La paroi de l'utérus, c'est fin. Et donc, perforation qui pouvait causer la mort. Il y avait un risque d'hémorragie, parce que le matériel qu'on utilisait, la curette, on grattait la paroi et ça, on pouvait faire saigner et provoquer des hémorragies dont on pouvait mourir. Et le troisième risque, c'était l'infection, évidemment, parce qu'on devait beaucoup dilater, et donc le col de l'utérus. Avec la méthode Karman, on ne peut pas perforer, parce que tous les instruments sont souples, et quand ils arrivent contre l'utérus, ils plient. Donc pas de perforation. On gratte très peu, puisqu'on va aspirer le contenu de l'utérus, et donc il n'y a pas besoin de s'acharner. Mais oui, j'ai oublié le risque qui faisait le plus peur aux femmes, c'était un risque de stérilité. Parce que quand on a bien gratté les parois, en cicatrisant, elles peuvent s'accoler. Et ça provoquait des stérilités. La méthode Karman, on gratte très peu, donc aucun risque de stérilité. Et le risque d'infection est lui aussi très réduit. Et ça, le fait que donc, des jeunes médecins aient appris d'abord à Grenoble, puis Karman est venu à Paris, à cette méthode, c'est une méthode ambulatoire. Nous, quand on pratiquait, on avait une valise et on se déplaçait dans les appartements des femmes qu'on avortait. La valise, on l'a toujours. Maintenant, elle est sous un lit, elle n'a plus servi depuis 40 ans. Mais c'est vraiment ambulatoire au sens où on transporte du matériel stérile, un tube de dilatateur, 2 ou 3 canules percées au bout. Nous, pour faire le vide, on avait une pompe à vélo inversée. D'autres groupes avaient des moteurs de frigo. Et ça a permis, le fait d'avoir découvert cette méthode, ça a permis le développement de la désobéissance civile, qui a été le principal instrument de cette lutte. Des médecins d'abord, et puis ensuite ils ont, pour certains, transmis à des non-médecins, cette méthode très simple et sans danger. Et donc, on a commencé à pratiquer nous-mêmes, eux-mêmes, moi c'était plus tard, des avortements. C'est-à-dire qu'au lieu de se contenter de faire des tables sur les marchés et de répéter nos slogans et de discuter avec les gens, ils ont résolu concrètement le problème des femmes. Et ça a changé la donne au plan politique, mais aussi au plan personnel. Pour eux, pour les femmes qu'on aidait évidemment, la grosse difficulté, c'est que, je vous l'ai dit, il y avait peut-être 1 million d'avortements en France, et le MLAC, dans ses grands jours, a peut-être réussi à en faire 500 par semaine, à tout casser. Donc, on n'était pas à l'échelle. L'idée n'était pas d'ailleurs pour le GIS ni pour le MLAC de résoudre le problème à la place de l'hôpital. La lutte, c'était d'obtenir la légalisation. Mais ce moyen militant extrêmement puissant de dire si vous ne le faites pas, on va le faire nous-mêmes, ça a été vraiment révolutionnaire. Alors justement, on va y venir. Alors tu évoques, c'est Poniatowski qui dit... Giscard a été élu. Il a recruté une ministre du droit des femmes, la première, le secrétaire d'État, Françoise Giroud. Mais c'est pas à elle qui va confier la loi, parce qu'il ne voulait pas du tout que ça soit vécu comme un droit des femmes. Il a essayé de la confier à son ministre de la Justice qui a voté en touche, et donc il a demandé à Simone Veil de porter cette loi. Et au moment, vous voyez commencer, on en a vu plusieurs des changements de gouvernement récemment. Ça finit par les 2 ministres sur le perron du ministère qui se serrent la main avec les applaudissements des fonctionnaires locaux. Vous la voyez l'image? Juste avant, les 2 ministres sont seuls dans un bureau. Et là, il se passe officiellement les dossiers secrets. Et là, donc, les 2 ministres, c'est Simone Veil, nouvelle ministre de la Santé, Michel Poniatowski, ancien ministre de la Santé. Et Simone Veil raconte, il y a qu'elle qui pouvait raconter, puisqu'il n'était que 2, que Michel Poniatowski lui a dit « Dépêchez-vous de faire une loi, sinon ils viendront pratiquer un avortement dans votre bureau. » Et je crois que nous l'aurions fait. Alors justement, c'est un aspect au niveau de l'histoire qui est intéressant, c'est quand la réalité sociale, eh bien finalement, ne correspond plus au droit. Alors, donc, il y a un moment où se pose la question d'adapter le droit à la réalité sociale. Et ça, c'est un bon exemple, toute cette affaire-là. Alors, cela dit, il n'y a rien d'obligatoire parce que, bon, face à l'illégalité, l'État, justement, peut accepter, tolérer l'illégalité, mais là, donc, tout de même, dans la loi Veil,
eh bien, il passe à autre chose. C'est une loi. Et donc, mais il y a ce problème-là d'adapter la loi à la réalité sociale. Et la réalité sociale, là, elle était double, mais j'ai déjà dit les deux. Le fait que vraiment la société n'en voulait plus, mais on s'en rendait compte quand on allait sur les marchés. On avait une audience très bienveillante. Ouais, il y avait toujours des vieilles dames qui nous disaient, excusez-moi pour les termes, il n'y a qu'à pas baiser. Mais la plupart des femmes qui venaient nous voir étaient convaincues, et pas seulement les femmes. J'ai oublié de dire, et c'est important, que le MLAC était un mouvement mixte. Autant le MLF ne l'était pas, autant le MLAC l'était. Je vous rappelle qu'à l'époque, le corps médical était très très peu féminisé. Donc ceux qui ont pratiqué au début, c'était majoritairement des hommes. Et donc c'était un mouvement mixte, mais très soutenu par la population. L'idée qu'on puisse enfin avoir des solutions sans danger pour les femmes. Et le deuxième aspect, c'est que certes on était dans l'illégalité, mais avec un tellement fort sentiment de légitimité. Et c'était des avortements illégaux, mais non clandestins. Le MLAC revendiquait, la presse parlait de ce qu'on faisait, des avortements illégaux. Je me souviens que juste au moment du passage de la loi, quelques mois avant, on a occupé l'hôpital Cochin. On est arrivé à, je sais pas, une bonne centaine, avec 2 personnes qui avaient accepté d'être avortées, j'allais dire, je trouve pas le terme, enfin en tout cas dans un mouvement militant. Et nous, on a gardé les box des urgences et 2 femmes ont été avortées dans l'hôpital. On s'est passé à la télé. Moi, je me souviens que ce jour-là, j'étais venue alors que j'étais censée être au boulot et que quand je me suis vue le soir à la télé, je me suis dit que c'était pas très malin. Bon, j'ai pas eu d'ennui pour ça et je les aurais assumés. On se cachait pas du tout de cette lutte. Et donc, je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'il y a des moments sociaux où l'illégalité ne l'est plus parce que la légitimité collective a outrepassé ce côté. Et ça ne marche pas pour toutes les luttes, évidemment. Alors il y a cet aspect-là, et puis dans cette conquête de l'opinion publique, mais qui était, du côté des femmes, elle était conquise. C'est la seule anecdote que j'évoquerai. Moi, ma grand-mère d'Argenteuil, bretonne, catholique jusqu'au bout de ses croyances, mais qui avait dû avorter un certain nombre de fois. Et quand il y a eu la loi légalisant l'avortement, pour elle, c'était une gigantesque victoire. Donc, l'opinion publique, mais également pour stimuler cette prise de conscience, eh bien, des pétitions, toute l'action autour des procès a contribué tout de même à renforcer la conscience qu'il fallait que ça change. Oui. Quand on faisait des permanences, nous c'était sur le marché, évidemment des femmes venaient nous voir et on les accompagnait, mais j'ai oublié de dire que le MLAC organisait des cars pour la Hollande et pour l'Angleterre, où on avait négocié des prix de gros. Blandine Lenoir le raconte dans le film Annie Colère, que certains ont peut-être vu. C'était 10 avortements pour le prix de 8. Et les cars partaient avec des banderoles. Nous partons avorter en Hollande, ou nous revenons avorter en Angleterre. Et quand on faisait ces permanences, on est en 74, il y avait une librairie rue Buffon, le long du Jardin des Plantes, qui autorisait, où il y avait une permanence MLAC. Au bout de très peu de temps, on a transporté la permanence sur les pelouses du Jardin des Plantes, et ça, j'y ai participé, il y avait plusieurs centaines de femmes qui venaient. Et c'était d'ailleurs assez compliqué, parce que les MLAC ne pouvaient pas répondre sur place à la demande. Or, souvent, les femmes avortées, où elles étaient mineures, elles n'en avaient pas parlé à leurs parents, où elles étaient mariées, mais le mari n'était pas au courant, parce qu'elle ne voulait plus d'enfants, mais le père ne se rendait pas compte que ça devenait trop lourd. Et donc, partir à l'étranger, ça voulait dire avoir de l'argent. Ça, on s'en arrangeait, parce qu'il y avait une vraie solidarité financière. Mais ça voulait dire dormir sur place, et donc en parler. Et donc, décider de qui allait rester, qui allait partir. Moi, j'ai animé des permanences qui n'étaient pas hyper faciles. Mais c'était vraiment tellement public, quoi. Et ça, c'est passé dans la presse, c'était... J'allais dire, ça nous dépassait presque.
ce grand mouvement. Quand une femme se retrouve enceinte sans l'avoir voulu, c'est comme si elle se retrouvait derrière un mur qui lui tombe dessus. Et nous, le MLAC, partout, apportait des réponses et des solutions. Donc, elles se sont engouffrées dans... Et quand on leur disait, et ça aussi elle l'a dit dans la Nicolaire, mais on ne peut pas répondre à tout le monde, nous ce qu'on veut, nous on est un mouvement politique et on veut que les choses changent, elle disait, mais moi, je ne vais pas attendre la loi, moi c'est tout de suite qu'il me faut une solution. Donc c'était pas très facile. Alors je voudrais qu'on aborde là maintenant la situation après la loi Veil. Justement, et les limites, et donc la situation devant laquelle vous vous trouvez et où des militantes vont devoir agir. La loi Veil, comme tu l'as dit pour ta grand-mère, pour la plupart des gens, c'était enfin l'avortement devient légal. Mais pour nous, pour les gens qui vivaient ça de près, c'était une loi extrêmement insuffisante. C'était une loi l'avortement était autorisé jusqu'à 8 semaines. Aujourd'hui, on est à 14. Et encore, la France est loin d'être un pays pionnier en la matière. Donc il fallait que ça réagisse extrêmement vite. C'était interdit aux mineurs. Il fallait une autorisation des parents. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, on était encore mineurs jusqu'à 21 ans. C'est Giscard qui a fait changer ça aussi. Et donc, les femmes avaient déjà une vie et leurs parents étaient souvent pas du tout au courant. C'était interdit à toutes les étrangères. Et puis surtout, aucun hôpital n'était prêt. Je vous ai raconté comment ça se passait à l'hôpital. Et donc, nous, on trouvait que cette loi n'était pas du tout ce qu'on voulait. Et en plus, enfin, dans mon groupe, on s'est transporté à l'hôpital. Nous, c'était Saint-Antoine, pour essayer que l'hôpital ouvre des lits, commande des aspirateurs et se forme à la méthode par aspiration. Il n'était pas question pour nous d'en revenir au moment où la loi se met en place au curetage, puisqu'on avait vécu l'autre méthode tellement moins dangereuse pour les femmes et pour leur avenir. Et donc on s'est trouvé un peu en porte-à-faux. Beaucoup de MLAC se sont dissous parce que les gens s'étaient battus pour une loi et on l'avait. Et en même temps, c'était un moment où il fallait au contraire être plus fort. Et arrive là-dessus, pas cerise sur le gâteau du tout, un groupe de femmes à Aix-en-Provence qui, elles, n'avaient jamais arrêté la pratique et qui, en 75, donc vraiment juste après la promulgation de la loi, quelques mois après, se retrouvent avec un procès. Or, la loi Veil, évidemment, interdisait la pratique hors de l'hôpital. C'était une reprise en main par le monde médical normal, j'allais dire. Mais les 6 filles d'Aix, elles sont venues à Paris, elles nous ont dit surtout, ne dissolvez pas le MLAC, il faut nous soutenir. Et donc moi, je me suis retrouvée embarquée, d'abord au MLAC central parce qu'il y avait plus grand monde, pour accueillir les femmes et expliquer la contraception. C'était de ça qu'on parlait à ce moment-là. Et la mise en place de la loi, et puis soutenir les femmes d'Aix. Et là, les femmes d'Aix vous disent... Et les femmes d'Aix nous disent, si vous voulez nous soutenir, reprenez la pratique. Et ça, c'était vraiment leur slogan. Elles avaient fait un film, on diffusait leur film, mais elles nous le répétaient de manière acharnée. Et finalement, moi, je vais parler un peu de moi, bien que ça soit une lutte collective, j'ai réalisé à ce moment-là, quand mon MLAC s'est dissous, que j'étais passée à côté de quelque chose. Et que cette pratique qui nous avait tellement aidés, les gens qui l'avaient pratiquée, les médecins, mais encore plus les femmes non médecins, avaient découvert, avaient appris des choses sur elles-mêmes, sur leur corps, et puis sur le pouvoir qu'on pouvait avoir quand on faisait nous-mêmes. J'avais une vieille amie, Madeleine, qui avait l'âge de ma mère, qui était au MLAC, et qui me disait, j'ai presque du mal à raconter cette histoire maintenant. Elle nous disait, imagine que l'extrême droite arrive au pouvoir en France. On est en 75. C'était impensable à l'époque. Imagine que le viol devienne un moyen de lutte, un moyen de prise de pouvoir sur les militantes, et qu'on se retrouve enceinte et en prison. On n'a pas appris à s'avorter entre nous, et je crois qu'on va le regretter. C'est vraiment des phrases qui résonnent avec une force. Aujourd'hui, moi, ça me... voilà. Et donc, je me dis, les femmes d'Aix nous engagent à reprendre. Pour moi, c'était apprendre. J'ai très envie d'apprendre. Et puis, l'hôpital n'est pas prêt. Et c'est les 3 raisons, finalement, qui font que
moi avec 2 copines du 12e, on se dit, nous, on a envie d'apprendre et de pratiquer des avortements. Et assez vite, on trouve un groupe de femmes qui avaient arrêté à Paris, dans le 19e et 20e, qui se posaient la question de reprendre, elles aussi, grâce ou à cause du procès d'Aix. Et on les a convaincus. Le procès d'Aix a eu lieu en mars 77. On était 4000, c'était une grande fête magnifique devant le tribunal d'Aix. Et elles ont été très très peu condamnées, voire relaxées. Je le dis pour les 6 femmes d'Aix. Et nous, on a commencé à pratiquer en juin 1977, donc après la loi. Alors, puisque tu parles du procès d'Aix, dans toute cette aventure, vous avez été soutenu par des avocats, t'en cites un certain nombre. De Félix. Oui, bien sûr, de Félix, Leclerc. Ça fait plaisir d'évoquer leur nom, tu as raison. Gisèle Halimi n'était pas dans le procès d'Aix, mais si Menix Antoine y était évidemment. Oui, il y avait des médecins de tellement grande qualité. Moi, de Félix, je l'ai connu surtout dans la lutte antimilitariste, mais c'était une qualité humaine, une intelligence, une sensibilité, un pouvoir du verbe et une compréhension de... Il était bouleversé. C'est pas tout à fait le même profil que Leclerc. Leclerc était plus théâtral, tonitruant, plus grand personnage de Félix, c'était... Mais il faisait pleurer les gens dans la salle, en décrivant la réalité concrète de ce que vivaient les gens. C'était des très très grands bons hommes, et des militants. Alors, le fait qu'il y ait ce genre de personnages engagés, militants, c'est aussi emblématique de cette dynamique de la période. Alors qui, là sur le plan du MLAC, la loi, comme tu l'as dit, elle va casser cette dynamique générale, enfin profonde, et laisser tout de même l'existence d'un certain nombre de groupes comme le vôtre qui, eux, pour les raisons que tu avances, continuent le combat. Oui, clairement, nous, on a continué le combat. Je dois dire qu'il y avait... nous, on était aux places des fêtes. Et il y avait pas loin de nous la maternité des Lilas. Et la maternité des Lilas, elle aussi, est un lieu emblématique. Il y avait des médecins qui venaient de la clinique des Bluets, qui étaient prouvés au Lilas. Il y avait des jeunes médecins qui avaient été au MLAC avant la loi, qui se sont mis à pratiquer légalement après la loi au Lilas. Et ces gens-là nous ont beaucoup soutenus, voire formés. Moi, je n'ai pas eu besoin de médecins pour être formée, parce que dans notre groupe, il y avait 3 femmes qui avaient pratiqué avant la loi. Et donc, on a fait 3 équipes autour d'elles et on a appris avec elles. Mais il y avait d'autres choses à apprendre. Par exemple, on a appris, dans cette période, à poser des stérilés. Alors ça, on ne l'avait jamais fait, et elles non plus. C'est les médecins des Lilas qui sont venus dans notre local nous former. Ils vérifiaient aussi pour nous l'âge des grossesses. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Aujourd'hui, l'échographie est obligatoire. Et c'est un problème, parce que souvent, on envoie les jeunes femmes en ville pour une échographie, et elles tombent sur n'importe qui leur fait écouter le bruit du cœur ou qui leur montre le fœtus. Je trouve ça d'une grande cruauté. Nous, on mesurait l'âge d'une grossesse au toucher. Mais pour être sûr, on faisait vérifier au début par un médecin qui venait lui aussi. Donc, il y avait une vraie coopération. Et je veux leur rendre hommage, je les ai interviewés dans le livre. Et un exemple qui nous a beaucoup touchés, je vous ai dit qu'on avait une valise. Et on se baladait évidemment dans le métro. Il y a une copine un jour, elle traversait le bois de Vincennes en revenant d'un avortement. Et elle était jeune, elle était toute jeune. Et il y a un quart de policier qui est passé à côté et qui a vu cette jeune femme qui marchait toute seule dans le bois. Il s'est arrêté. Et il lui a dit, ils ont demandé où elle allait. Elle a dit, je vais au métro. Et ils ont dit à Nicole, on vous emmène. Et Nicole est montée avec la valise d'avortement dans le quart de fou qu'il a déposé au métro. On était morts de rire quand elle nous avait raconté. Après, donc, pour éviter ce genre de risque, le docteur Pierre Boutin, qui est mort l'année dernière, Pierre, il nous avait suggéré de mettre dans la valise une étiquette qui y est toujours. Il y a écrit ce matériel appartient au docteur Pierre Boutin, maternité des Lilas. Et il nous avait dit comme ça, si un jour vous êtes arrêté, vous pourrez toujours vous défiler si vous n'êtes pas prise la main dans le sac. Puisque évidemment, on était illégal. La loi Veil avait limité l'avortement au corps médical.
Ça était toujours le cas, mais comment dire, il y avait des médecins qui étaient dans l'illégalité avant, là ils ne l'étaient pas, mais les non-médecins, oui. Alors tu cites justement un certain nombre de médecins, là j'ai évoqué des noms d'avocats qui ont aidé à cette dynamique, mais quand même un certain nombre de médecins, on n'est plus tout à fait, justement, on est vraiment dans une autre période là. Oui, et parce que ces jeunes médecins qui voulaient se battre contre le pouvoir médical, ils avaient fini leurs études et ils s'étaient installés dans les hôpitaux. Quand je les ai interviewés, c'est en particulier Bernard Fonty, c'est vraiment un bonhomme qui est toujours, je crois, toujours vivant, d'une grande qualité. Il m'a dit, plus personne ne se pose la question du pouvoir médical aujourd'hui, en 2025. Mais à l'époque, c'était crucial. Et donc, oui, il y a des médecins qui avaient changé leur pratique, que ce soit dans leur cabinet ou dans les hôpitaux, et j'en cite plusieurs. Je voudrais évoquer le nom de Jeanne Weiss, c'était une anesthésiste de grand renom. Elle était spécialisée dans les opérations à cœur ouvert à l'hôpital Broussais. Et dans les années 75, les opérations à cœur ouvert, c'était pas encore la routine. Et elle a plaqué son super poste d'anesthésiste à Broussais pour devenir anesthésiste au Lila, où l'anesthésie, c'était quand même des anesthésies faciles, j'allais dire. Au pire, c'était des césariennes. Parce qu'elle voulait rester dans ce mouvement engagé et être près des femmes. Il y avait Danielle Assoun, Danielle qui a pris sa retraite, qui a mon âge, et qui a été une grande militante toute sa vie, qui a formé un nombre considérable d'autres médecins. Il y avait Olivier Bernard, je vous ai dit, ceux de Grenoble qui sont partis se former en Angleterre. Olivier est celui qui a été apprendre la méthode Karman. Il s'est installé ensuite à Rennes et il a pratiqué jusqu'à il y a 2 ou 3 ans. Il a mon âge aussi, mais il a continué très tard. Et Olivier, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, puisque je suis allée présenter mon livre à Rennes. Et je crois qu'il l'a dit dans une émission à la télé. Mais il me l'avait dit avant. Tout le long de sa carrière, il a formé des médecins à la méthode Karman, puisqu'il en a pratiqué tout le temps. Aucun gynécologue n'est jamais venu le voir pour apprendre la méthode Karman. Il n'a formé que des généralistes. Pour vous dire à quel point quand même le corps médical, je vous ai parlé de l'ordre des médecins, était hostile à la pratique des avortements. Et c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui, excuse-moi de dériver un petit peu, mais ça me tient à cœur. Aujourd'hui, il y a la méthode par médicament, heureusement, qui a été elle aussi créée par un militant d'ailleurs, le professeur Beaulieu. À un moment, il a dû racheter son brevet parce que il avait vendu son brevet à l'industrie pharmaceutique. Et au bout de quelques années, la pharmacie a trouvé que ce n'était pas intéressant. C'était un produit pas cher. Et donc, il était à l'abandon. Beaulieu a racheté son médicament et il a créé une chaîne de production. Et maintenant, en France, 70 à 80% des avortements se passent par méthode médicamenteuse. Mais ce n'est pas parce que les jeunes femmes choisissent le médicament, c'est parce qu'il n'y a plus de médecins pour pratiquer la méthode par aspiration. Les vieux médecins de ma génération, évidemment, sont à la retraite depuis un petit moment, et les jeunes n'ont pas voulu reprendre. Pourquoi? Alors ça, c'est ma théorie, mais je pense que je ne suis pas loin de la réalité. La première raison, c'est que c'est un acte très mal payé. Quand on pratique un avortement à l'hôpital, une IVG, c'est moins payé que quand on finit une fausse couche ou que quand on pratique un accouchement. Ça reste le parent pauvre. Ça a été revalorisé, mais pas encore suffisamment. La deuxième raison, c'est que je vous l'ai dit, je l'ai pratiqué, c'est un geste extrêmement simple. Tout le monde peut le faire, et j'en suis la preuve. Et donc, c'est pas avec ça qu'on fait carrière. Les médecins, pour faire carrière, ils écrivent des articles dans les revues scientifiques. On n'écrit pas un article pour dire « j'ai pratiqué des avortements par aspiration ». Et la troisième, c'est que c'est les patients qui décident. Et le corps médical, aujourd'hui, comme hier, n'aime pas du tout que les patients décident, qu'ils viennent voir, quand on va voir son médecin en disant « je veux telle chose », on est très souvent mal reçu. L'écoute du monde médical vis-à-vis des patients, on vous répond « mais madame, j'ai fait 11 années d'études, c'est pas je ne peux pas vous expliquer ». Voilà, et c'est très fin. Et du coup, moi, je suis très malheureuse du fait que beaucoup de jeunes femmes ont des avortements par médicaments en sachant pas très bien ce qui les attend. Elles sont toutes seules. Parfois, ça se passe mal. Dans la tête, c'est lourd. Et elles sont finalement aussi seules que l'étaient à leur grand-mère. Elles ne prennent pas du tout de la tête, l'avortement médicamenteux est quasiment sans danger.
mais cette solitude me rend très malheureuse. En particulier parce que j'ai vécu la force du collectif. Alors on va passer, pour terminer, sur deux petits aspects très importants. Le premier, c'est que dans ton livre, il y a un aspect qui est passionnant. C'est justement ce mouvement dans ces années-là, avec le MLF, l'OMLAC et vos structures militantes, d'une volonté de réappropriation du corps de la femme. Et donc de la découverte du corps de la femme. Et en particulier, je voudrais que tu nous parles de ce livre qui a marqué cette génération-là, intitulé « Notre corps, nous-mêmes ». Ce livre, il avait été écrit par des féministes américaines, il s'appelait « Our Bodies, Ourselves ». Et il a été exactement dans ces années-là. En 1975, j'ai rencontré une des femmes qui travaillait à l'écriture en français, et Jean-Pierre en a connu une autre, elles étaient 5 je crois. C'est un livre qui est publié sans nom d'auteur. C'était le cas en Angleterre, c'était le cas en France, et qui racontait l'ensemble des aspects du corps féminin. C'est-à-dire que ça parle aussi bien des règles, de la contraception, de l'avortement, de tous les aspects de la gynécologie qui décrivent le corps, qui font découvrir toute une série de réalités et de problèmes. Et c'était vraiment l'idée de mettre à disposition de toutes les femmes un savoir sur elles-mêmes qui était exclusivement détenu par le corps médical. Et nous, quand on pratiquait des avortements, ou les médecins, je ne vais pas tous citer, mais en particulier Daniel Assoun, qui était ma gynéco toute ma vie, la première chose qu'on faisait quand on recevait une femme pour un avortement ou pour une pose de stérilet, c'est qu'on lui donnait la torche que nous on utilisait pour éclairer, et un miroir, et elle découvrait le col de son utérus. Je n'ose pas poser ici la question, mais je la pose souvent. Les femmes n'ont jamais vu le col de leur utérus. Ce qui est quand même incroyable, parce que nos gynécos, les femmes vont très régulièrement chez le gynéco, beaucoup plus que les hommes, chez le médecin, à cause des aspects gynécologiques. Mais les médecins ne nous proposent jamais de voir notre col. Et nous, on ne demande pas. Et nous, on le faisait évidemment spontanément. On demandait aux femmes de poser elles-mêmes les bougies dilatatrices. Moi, je me suis posé moi-même mon stérilet avec l'aide des copines, avec un miroir. Et on a appris plein de choses sur nous-mêmes. On avait une amie qui avait de l'endométriose. On a découvert ça. On a 2 copines du groupe qui ont voulu faire des enfants. On a suivi leur grossesse. On n'a pas fait les accouchements. Et c'était inépuisable, le nombre de domaines auxquels on pouvait toucher. La volonté d'apprendre, c'est en même temps une volonté de pouvoir, une volonté de prendre soi-même le pouvoir. Et on a été effectivement, je pense, des patientes assez détestables pour les médecins toute notre vie, parce qu'on n'a pas perdu l'habitude de demander pourquoi, de dire expliquez-moi. Ce rapport qu'on a avec les médecins de ils sont les sachants, nous sommes les patients, il nous était devenu insupportable parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait apprendre, y compris des choses très détestables, si tu me laisses une minute pour le raconter. À l'époque, et il y en a qui le disent toujours, on disait on ne pose pas de stérilet à une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Et puis nous, on gobait ça tout cru. Et un jour, c'était Bernard Fonty qui était ce jour-là à la consultation collective, ça s'appelait comme ça. On s'examinait les unes les autres, et au début avec des médecins, Bernard était là, et je lui demande pourquoi est-ce qu'on ne pose pas un stérilet à une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Et il me répond parce que sous stérilet, les infections peuvent aller plus vite que s'il n'y a pas de stérilet, et s'il y a une salpingite non soignée et qui va vite, il y a un risque de stérilité. Je lui dis so what? Et il me dit les médecins considèrent que se retrouver stérile quand on n'a jamais eu d'enfant, c'est plus grave que se retrouver stérile quand on en a déjà. J'ai dit, et nous expliquer que si on a un stérilet, il faut être très attentif au risque d'infection? Eh ben non. Et ce truc-là, quand j'ai réalisé à quel point il décidait pour nous, y compris ça, quoi, de réfléchir à notre place, nous traiter en mineurs. Il y a un magnifique témoignage d'Elphine Sérif qu'on trouve sur YouTube dans une émission de télé où elle explique ça, qu'on traite les femmes comme des petits enfants fragiles. Mais c'était le cas des femmes, c'est aussi le cas des hommes.
on ne nous explique pas, et nous, on a vraiment voulu s'approprier tout ce savoir, parce que le savoir, c'est du pouvoir, on a toujours Donc, à la fin de la décennie des années 70, la lassitude a gagné. Il y a eu la lassitude, enfin une forme de lassitude. Et puis il y a eu, je crois, la conscience très forte que s'il se passait quelque chose, on n'a jamais eu peur de se faire prendre. Je ne sais pas pourquoi, si on était inconsciente, on avait peur de faire mal aux femmes et on avait peur de mal faire les gestes, de nous-mêmes provoquer une infection. Mais on n'avait pas peur pour nous. Et sur la fin de la décennie, on a réalisé que la société française était passée à autre chose. Et que si il nous arrivait un incident comme les FIDEX, l'avortement, il s'était bien passé. Mais la mineure avait voulu aller à l'hôpital avant la fin, et son père avait été informé. Tous les procès qu'il y a eu, c'est jamais les femmes qui ont porté plainte. C'est pareil pour le procès de Bobigny. C'est pas Marie-Claire, ni sa mère qui avait porté plainte. Bref. Mais on a réalisé, je crois, que si il nous arrivait nous aussi une tuile, on n'aurait plus la société derrière nous. Que l'avortement était considéré déjà en 80 comme un droit acquis. Et donc, comme nous-mêmes, ça nous prenait beaucoup de temps, on s'est rendu compte qu'on était... Notre point fort, c'était la chaleur humaine. C'était le fait que quand on pratiquait, il y avait toujours au moins l'une d'entre nous, souvent deux, qui tenait la main, qui parlait avec la femme, qui restait entièrement mobilisée sur elle, qui faisait arrêter les autres. Et au point que Pierre Boutin nous envoyait des femmes à la maternité. Je lui ai demandé, quand je l'ai interviewé, pourquoi tu nous envoyais des femmes? C'était pratiqué. Et il m'a dit, quand une femme choisissait d'être avortée sans anesthésie, je lui disais, allez voir les femmes de la place des Fêtes. Elles vous traiteront mieux que l'hôpital ne pourra jamais le faire. Et c'était ça notre cœur de métier. Justement, c'était le dernier aspect que je voulais aborder. Il y a des mots qui reviennent dans ton témoignage, dans ta chronique, 7 ans, de 7 ans. C'est les mots empathie, tendresse, joie. Et vraiment, ça respire ces qualificatifs-là. Alors c'est vrai, je vous l'ai déjà dit, que cette prise de pouvoir, cette découverte de nous-mêmes et de plein d'autres choses autour de nous, ce sentiment de puissance, c'était un vrai bonheur. Mais je voudrais dire aussi que moi j'ai découvert à ce moment-là, vous vous rappelez toutes, j'en suis sûre, tous, de la phrase de Simone Veil, « Aucune femme n'avorte de gaieté de cœur. L'avortement est un drame et ça restera toujours un drame. » Ben c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des femmes pour qui l'avortement est un drame. Et je pense qu'il y en aura toujours. Parce que ça dépend des circonstances. Il y a des grossesses auxquelles on met fin alors qu'on aurait voulu garder l'enfant. Il y a des tas de contextes où ça peut être un drame. Mais il y a des tas de contextes où au contraire l'avortement, ça n'est qu'un soulagement, qu'une libération. On rouvre des portes et la femme peut retourner vivre ses études, sa vie de femme, sa vie de mère. Et nous, c'est ça qu'on a vécu. On a vécu des avortements joyeux. Et ça, c'est extraordinaire quand on a vécu. Que les femmes arrivent avec un problème et qu'elles repartent soulagées, qu'elles repartent... On ne les revoyait pas, les femmes, on les revoyait une fois ou deux pour la contraception. Et puis, j'en ai croisé une complètement par hasard, il y a moins de 10 ans, chez une amie d'amis. Et dans la conversation, je dis que... Parce que j'étais moi aussi avec une fille du groupe, qu'on avait pratiqué des avortements, et Daniel me dit, Annie, je te reconnais, tu m'as avorté. C'est un drôle d'effet. Et du coup, évidemment, j'ai voulu l'interviewer, puisque je travaillais déjà à mon livre. Et j'étais un peu déçue, parce qu'au début, elle m'a dit, tu n'as pas une tête de mauvais souvenir. Vous avez été adorable, ça s'est très bien passé. Après, on a bu un thé, mangé un gâteau, ça c'était presque un rituel. Et le soir, mes copains m'avaient fait un coq au vin, et qu'est-ce que c'était bon. Moi, j'étais un peu déçue. Et puis, en fait, en y réfléchissant, ce qu'elle m'a raconté, c'est sa vie de femme. Elle m'a raconté le mec avec qui elle était à ce moment-là, et pourquoi elle ne voulait pas d'enfant avec lui. Elle m'a raconté la rupture et l'enfant qu'elle a eu plus tard. Elle m'a raconté... Et je me suis rendu compte qu'on était un carrefour. Nous, en les aidant, et elle, en repartant, vivre, et heureusement qu'on était juste un souvenir. Et ça peut toujours l'être. J'ai entendu un des médecins dans un documentaire auquel j'ai participé, Philippe Fauché, qui lui il a 60 ans, il exerce toujours.
Il disait, l'avortement n'est pas toujours un drame, mais c'est les circonstances dans lesquelles on le fait vivre aux femmes qui peuvent le rendre dramatique et traumatisant. Belle conclusion. Donc on va passer à nos 2-3 questions, pas plus, avant d'aller boire un pot. Mais pas moi. Voilà, qui est très important. Donc voilà, qui veut... Moi, c'est pas une question. Quelque chose. C'est pas une question, c'est juste quelle bonne idée de vous être installé à la place des fêtes. Ah oui. Allez à la place des fêtes, c'est formidable. C'est tout. Merci, j'y avais jamais pensé. Et ben voilà. Oui, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu en clinique avec un gynécologue qui n'acceptait pas de faire une ligature des trompes si la personne n'avait pas au moins 3 enfants. Oui, c'est exactement ça. Et c'était quand vous vers quelles années? Vers 72-73. Il y a aujourd'hui des jeunes femmes qui disent « je ne veux pas d'enfants ». C'était plus difficile à dire avant. Maintenant, ça commence à devenir un combat. Nous, on avait le slogan « des enfants quand on veut, si on veut ». Aujourd'hui, il y a des jeunes femmes qui disent « je ne veux pas d'enfants » et qui vont voir des gynécologues en demandant une ligature des trous parce que, mais elles ont plus grand mal à en obtenir si elles n'ont pas eu d'enfants. Non, on n'a pas la liberté de choix. Qui a une question? Question, témoignage. Moi, c'est pas une question, c'est en fait déjà, je vous remercie parce que c'est. Je suis même peut-être un peu plus vieille que vous, mais j'ai vibré à votre récit, et je voulais quand même dire qu'à Argenteuil, dans ces années-là, il y avait un groupe femmes, et de ce groupe femmes était né un collectif, et qui, pour celles qui y ont participé activement, est resté un grand souvenir, une grande école de militantisme en fait, justement à cause du collectif. On avait en fait dans notre collectif les partis et les groupes venaient mais en tant que tels en fait. Et on a fonctionné admirablement bien ensemble, ce qui est quand même, je trouve, extrêmement rare. Et donc, on s'est découvert aussi à cette occasion différents entre le PS, la LCR, les MAO, etc., la CFDT. Donc en fait, je trouve que ce côté collectif qui peine un peu, enfin moi qui me déroute actuellement, le manque de collectif qui ne s'impose pas aussi facilement qu'avant. Et enfin, je pense qu'on a fait une expérience humaine extraordinaire. Donc on n'a pas pratiqué d'avortement, nous, mais on faisait de l'information, etc. Et j'en garde un grand souvenir, et mes copines aussi. Exactement. J'allais parler de ça. Les femmes de Gennevilliers, le MLAC de Gennevilliers, il y avait des médecins qui pratiquaient. Ces médecins ont ouvert le centre d'IVG de Colombes. Et elles ont publié récemment, là, il y a 3 semaines, leurs archives, avec l'aide de jeunes femmes. C'est des jeunes femmes, en fait, qui ont travaillé. Et moi, j'étais à la présentation de cet objet. Et il y avait les femmes de Gennevilliers, il y en avait 8, mais elles sont surtout restées copines, comme moi avec mes filles de la place des fêtes et comme vous avec vos copines. On a vécu des choses tellement fortes. Et puis quand même, le fait d'avoir mené un combat victorieux dans la vie d'une militante, on n'a pas ces souvenirs tous les jours. Hein. Et c'était vrai pour toutes les militantes féministes, et toutes celles qui s'étaient engagées peu ou prou dans le combat pour la légalisation de l'avortement. Ça laisse des grands souvenirs et en même temps un peu de deuil. Moi j'ai un peu de regret de ces belles années militantes où les collectifs se créaient facilement, où on avait un esprit. C'est pour ça que ce nom s'appelle Nous l'avons fait. Ce nom, c'était une partie de la génération. C'est pas vrai que tous les Français de notre âge n'étaient pas militants. Mais là où on était militants, Dominique me disait me rappelait qu'au marché d'Aligre, où moi j'étais
il y avait au moins une dizaine de groupes militants tous les dimanches. Et on se coordonnait pour savoir qui allait garder pendant le marché du dimanche un œil sur les entrées du marché pour être sûr que ni l'extrême droite ni les flics n'allaient venir foutre la pagaille dans nos activités militantes. Maintenant, quand on va au marché de la Ligre, il n'y a plus beaucoup de militants, il y en a encore, mais beaucoup moins. Et on s'est sans doute avec Annie Oui, ça marche. Rencontré en 1973 ou 1974, parce que moi j'y étais avec mon petit journal, effectivement, au marché d'Aligre, le dimanche matin, où il y avait l'homme là et bien d'autres personnes, et ça discutait fort. Une question. Si on vous disait que vous avez été des résistantes, qu'est-ce que vous en diriez? Je ne vois comme ça, a priori, qu'un point commun. C'est, vous savez, quand on demande aux résistants, ou aux justes, pourquoi vous avez fait ça, ils répondent, parce que c'était ça qu'il fallait faire. Je ne me suis pas posé la question. Et ça, je crois que c'était ça qu'on a vécu. C'était le moment où il fallait s'occuper de ce problème, et la manière de le faire s'est imposée à nous, j'allais dire. Et je ne sais pas comment vous répondre. On ne sait jamais qu'on est un résistant quand on est dedans. Mais oui, on a été un ferment, en tout cas, un ferment de changement pour toute la société. Et on était jeunes, on était moi j'avais 26 ans, j'étais une des plus vieilles du groupe. Mais ça s'est imposé à nous parce qu'il fallait faire quelque chose. Et que donc, nous l'avons fait. J'ai réalisé juste en venant que nous l'avons fait, c'est aussi un cri de triomphe. Je parle toujours du nous, mais il y a aussi ce que j'ai fait. Moi j'ai une question aussi. À vous entendre, on voit bien que ça a été un vrai combat et qu'il y a eu des rebondissements. Ça n'a pas toujours été facile et je me demandais quel combat vous auriez eu envie de mener maintenant, que ce soit pour les femmes ou pas forcément. Le combat près maintenant. On est plombé à l'ambiance là. Alors aux jeunes femmes, je leur dis, ne restez pas seules. Recréer de vrais collectifs et pas seulement sur les réseaux sociaux autour des sujets sur le corps des femmes, parce qu'il y en a toujours autant. Elles sont très mobilisées sur les violences faites aux femmes et c'est très bien, et sur MeToo, et j'en suis très contente pour elles, mais autour du corps il n'y a plus grand chose. C'est pour ça que je leur demande chaque fois, et vous, toi tu as déjà vu ton col d'utérus? Tu sais, nous quand on a commencé, on était 4, on s'est procuré des spéculums, des miroirs et des lampes. Il y a un livre, une thèse qui a été faite sur le black, qui est sorti en résumé, et le livre s'appelle la canule, le spéculum, la canule et le miroir. Parce que le miroir, c'était ça, c'était se regarder. Donc pour les femmes, c'est plutôt autour de ça. Et puis pour le reste de la société, hélas, les luttes sont innombrables. Mais je pense, enfin, pour moi, la principale pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est autour du changement climatique qu'elles s'instrumentalisent. Mais je pense, alors j'en viens vraiment à moi, qu'on ne peut pas traiter le changement climatique sans traiter le problème des rapports de classe et du capitalisme. Enfin, que tout ça... D'accord. Bon, oui, vas-y, vraiment dernière question. Oui, c'est la dernière, ça va être court. Moi, je me souviens très bien que le cinéma a été très important dans cette lutte, bien sûr. Et si on avait l'occasion, vous pourriez peut-être l'animer. Moi, je me souviens d'un film qui s'appelle L'une chante et l'autre pas, quelque chose de magnifique. Et vous évoquiez Delphine Seyrig, et je crois que Delphine Seyrig, étant donné sa beauté, sa voix, a fait beaucoup de choses aussi. Claire Bretéché a été très importante. Delphine a fait des films avec Carole Roussopoulos. Elle s'appelait comment? Les Muses. Oui, elle a fait des films. Et puis il y a eu le film militant Histoire d'Art, qui avait été fait tout au début de cette lutte, où on voit un avortement pratiqué par des gens du GIS, et qui était un film qu'on utilisait pour convaincre, qu'on a beaucoup fait tourner. Et récemment, alors moi j'en ai été très heureuse, il y a 2 ans, en 2022, il y a 3 ans, une jeune cinéaste, enfin elle a 50 ans cette année, a fait un film sur le black qui s'appelle Annie Colère, et qui est vraiment, moi je l'ai vu, parce que je suis parfois invitée à le présenter maintenant quand Blandine n'est pas libre.
Il y a des groupes femmes qui m'invitent. Nathalie Et je Belmont, me fais Nathalie volontairement à présenter, je veux dire, à animer les débats. Oui, le cinéma a joué un grand rôle dans la diffusion, absolument. Et Claire Bretéché. Oui. Claire Bretéché faisait partie d'un mouvement qui s'appelait Musidora. Et ce mouvement venait du cinéma et de toutes ces femmes très Et Agnès Varda et Delphine Seyrig qui s'engagent. prêtaient leur appartement pour les avortements. Quand Carman est venu à Paris pour montrer à des médecins, enfin des jeunes médecins, comment pratiquer un avortement, c'est Delphine qui l'a reçu. Elle disait toujours la même chose, Delphine. Moi, je suis célèbre, ils ne me mettront pas en prison ou alors ça fera du bruit. Ils ont été extrêmement actifs. Ouais. Eh bien, merci Annie. De continuer l'échange. Je rappelle que bon, l'entretien c'est bien, mais il y a bien d'autres choses dans le livre d'Annie, qui sera dédicacé à côté du pot. Alors, 2 prochains rendez-vous de Sous les couvertures. Le premier, c'est la gigantesque brocante du printemps au marché de la Colonie le dimanche. Le 18 mai, hein, voilà, au marché de la Colonie, des milliers et des milliers de livres à des prix dérisoires. Et le prochain atelier d'histoire avec quelqu'un qu'on a déjà rencontré avec Alice Zéniter, mais qui revient à Argenteuil, c'est Benoît Trépied, un spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, qui vient donc de sortir un livre qui est intitulé « Décoloniser la Kanaki Nouvelle-Calédonie ». C'est pas simplement un livre sur l'actualité, mais qui redéveloppe tout un tas de choses de l'histoire de l'archipel. Et ça sera le jeudi 19 juin. Voilà, eh bien, allons voir un petit